Bonjour et bienvenue. On utilise de l'argent tous les jours, on travaille pour en gagner, on s'inquiète d'en manquer. Mais si on s'arrête 2 secondes, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est au fond? C'est une excellente question. D'où vient sa valeur? Pourquoi un simple morceau de papier ou un chiffre sur un écran peut s'échanger contre une voiture? Pour tenter de percer ce mystère, on a un texte fondamental, la théorie de la monnaie et du crédit, de Ludwig von Mises. Et c'est un texte crucial parce que le grand projet de Mises, c'est de dire arrêtons de traiter la monnaie comme un sujet à part. Un peu magique. La remettre au cœur de l'économie comme n'importe quel autre bien. Pour lui, la monnaie n'est pas une invention technique, c'est une institution sociale qui émerge, spontanément. Et ça change tout. Alors commençons par la base. Pour Mises, la monnaie n'a qu'une seule fonction essentielle, être un intermédiaire des échanges. Exactement. Et ça découle d'un problème très concret, les limites du troc. Ah oui, l'échange direct. Voilà. Le troc, c'est simple en théorie. J'ai des pommes, vous voulez des pommes. Vous avez du pain, je veux du pain. On échange. Mais dès que l'économie se complexifie un peu, ça devient un casse-tête. L'exemple classique, c'est le producteur de poires qui veut des pommes. Mais le producteur de pommes, lui, il veut les oranges. Et le producteur d'oranges, il veut peut-être les poires, mais pas tout de suite. Bref, l'échange direct est bloqué. C'est le cauchemar de la marketplace Facebook, quoi. On n'en sort jamais. C'est donc là qu'on a besoin d'un échange indirect. Précisément, le producteur de poires, un peu frustré, va se dire « Bon, personne ne veut de mes poires en échange de pommes. Mais je sais que tout le monde a besoin de sel. D'accord ? C'est durable, ça se divise bien. Donc il va échanger ses poires contre du sel, non pas pour le consommer, mais avec l'intention de l'utiliser plus tard pour avoir enfin ses pommes. Il a utilisé le sel comme intermédiaire. Et c'est comme ça que la monnaie naît, pas par un décret, mais juste parce que des milliers de gens font le même calcul. C'est tout à fait ça. C'est un processus organique. Les individus, en cherchant à faciliter leurs propres échanges, convergent petit à petit vers le bien le plus commercialisable. Le plus facile à échanger. Voilà, un bien qui est demandé, facile à transporter, divisible, durable. Historiquement, les métaux précieux comme l'or et l'argent ont coché toutes les cases. Et là, une boucle de rétroaction s'enclenche. C'est-à-dire, Plus les gens acceptent l'or comme intermédiaire, plus il devient facile de l'échanger, ce qui incite encore plus de gens à l'accepter, jusqu'au point où il devient universellement accepté. La monnaie est née. Mais attendez, on apprend toujours à l'école les trois fonctions de la monnaie. Intermédiaire d'échange, d'accord, mais aussi unité de compte et réserve de valeur. Il en fait quoi, Mises? Non, il ne les ignore pas, mais il les hiérarchise. Pour lui, ces autres fonctions sont des conséquences, des dérivés de la seule fonction essentielle. ah oui, On saisit, un bien ne devient une unité de compte, c'est-à-dire une référence pour les prix, que parce que tout le monde l'utilise déjà pour échanger. Et il ne devient une bonne réserve de valeur que parce que c'est le bien le plus facile à échanger à tout moment. Tout part de son utilité dans l'échange. D'accord. Ça, c'est pour la nature de la monnaie. Mais là où ça devient vraiment contre-intuitif, c'est sur la question de sa valeur. Mises affirme que l'idée que la monnaie puisse mesurer la valeur est une hérésie. Oui, et c'est un point absolument crucial. Ça découle de la théorie subjective de la valeur. Pour Mises, la valeur n'est pas une propriété intrinsèque des objets comme leur poids. C'est un jugement personnel. Exactement, c'est un jugement qu'on porte dessus. On peut classer nos préférences, mais on ne peut pas les mesurer avec une unité. Dire que ce café vaut 2 €, ce n'est pas une mesure, c'est juste le reflet d'un rapport d'échange. Ok, je suis. Mais alors, on arrive au paradoxe. Mises dit qu'on désire la monnaie uniquement pour ce qu'elle peut acheter, donc pour son pouvoir d'achat. Oui, Mais le pouvoir d'achat de la monnaie dépend du fait que les gens la désirent et lui accordent de la valeur. On tourne en rond, non? C'est l'œuf et la poule. C'est la question qui a tourmenté les économistes. Et la solution de Mises, c'est son fameux théorème de la régression. C'est d'une simplicité géniale. Il ajoute le temps. Il brise le cercle. Il le brise en le transformant en une chaîne qui remonte le passé. Votre confiance dans ce billet de 20 € aujourd'hui, elle est basée sur votre expérience d'hier. Hier, il avait de la valeur. D'accord. On reporte le problème d'un jour. Exactement. Mais la demande d'hier était basée sur l'expérience de la veille. Et celle de la veille sur celle de l'avant-veille. On peut remonter cette chaîne jour après jour. Jusqu'à arriver au tout premier jour. Voilà. on arrive inévitablement au tout premier jour où un bien, disons l'or, a été accepté comme intermédiaire. Ce jour-là, sa valeur ne pouvait pas reposer sur son pouvoir d'achat de la veille, puisqu'il n'en avait pas.
Donc sa valeur devait reposer sur autre chose, Sur autre chose, oui. sur son utilité non monétaire, comme simple marchandise. Précisément. Avant d'être de la monnaie, l'or était déjà désiré pour faire des bijoux, pour des usages dentaires. Il avait une valeur de consommation. La toute première valeur d'échange de l'or en tant que monnaie a donc été, en quelque sorte, greffée sur sa valeur préexistante en tant que marchandise. Voilà comment il brise le cercle. C'est fascinant. Donc, si on suit le raisonnement, une monnaie ne peut littéralement pas être créée à partir de rien. L'idée d'un gouvernement qui décrète un beau matin « ceci est de l'argent » est une impossibilité logique selon cette théorie. C'est exactement l'implication. Et ça nous amène directement à la question de l'État. Oui, parce que cette émergence organique, c'est bien beau, mais soyons honnêtes, aujourd'hui, la plupart des gens pensent que l'argent, c'est l'État. Mon billet de 20 € a de la valeur parce que la Banque centrale le dit. Non, il n'est adossé à rien. C'est la critique la plus courante, bien sûr. Mais Mises répondrait que l'État, aussi puissant soit-il, ne peut pas créer la valeur par décret. Il peut imprimer du papier, mais il ne peut pas forcer les gens à l'évaluer positivement. Mais il y a le cours légal. C'est bien la preuve du pouvoir de l'État. Alors, Mises fait une distinction très fine ici. Il souligne que le cours légal a une portée très limitée. C'est-à-dire ? Ça oblige un créancier à accepter une certaine monnaie pour le règlement d'une dette passée. Si vous me devez 1 000 € depuis l'an dernier, la loi m'oblige à accepter vos billets. Mais ça ne peut pas me forcer à accepter des euros pour une nouvelle transaction. Exactement. La loi ne peut pas vous forcer à fixer le prix de vente de votre voiture en euros si demain tout le monde perd confiance et décide de commercer en dollars, par exemple. Le choix de l'intermédiaire appartient toujours au marché au final. Alors, comment il explique les pièces et les billets ? Ce sont bien des créations de l'État ? Il les voit comme des substituts monétaires. Au tout début, un billet de banque, ce n'était rien d'autre qu'un reçu. Un ticket de vestiaire pour votre or qui était en sécurité dans un coffre. Une créance, en fait. Une créance, voilà. Le billet tirait toute sa valeur du fait qu'il était convertible en monnaie marchandise. L'État a ensuite progressivement pris le monopole et a coupé le lien de convertibilité. Mais la confiance, l'habitude, elle, est restée. La valeur de notre monnaie d'aujourd'hui est un peu un fantôme de la valeur qu'elle avait quand elle était encore liée à une marchandise. Parlons des conséquences pratiques de tout ça. Le b.a.-ba de l'économie, c'est la théorie quantitative de la monnaie. On imprime plus d'argent, les prix montent. Fin de l'histoire. Non. Si seulement c'était si simple. Mises ne conteste pas le lien général, mais il dit que cette vision est terriblement naïve. Elle masque l'essentiel. Quelle est l'erreur ? L'erreur est de penser que si on double la quantité de monnaie, tous les prix vont gentiment doubler en même temps. Il nous montre que la vraie question, ce n'est pas si les prix montent, mais comment ils montent. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout. La nouvelle monnaie, elle n'est pas déversée par hélicoptère de manière uniforme sur toute la population. Non, bien sûr. Elle est injectée à des points très spécifiques de l'économie. Par exemple, aujourd'hui, elle arrive d'abord entre les mains des gouvernements ou des grandes entreprises qui empruntent. Et ces premiers receveurs dépensent cet argent neuf, mais aux anciens prix. Ah, je vois, ils ont un avantage. Un avantage énorme. Ils achètent des biens, des services, et ce sont les prix de ces biens et services qui commencent à augmenter en premier. C'est un effet en cascade. Exactement. Les vendeurs de ces premiers biens ont maintenant plus d'argent, ils le dépensent à leur tour et font monter une deuxième vague de prix. L'inflation se propage comme ça, de proche en proche. C'est comme verser du miel sur une table. Il ne recouvre pas toute la surface instantanément. C'est ce qu'on appelle l'effet cantillon, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Le résultat final, ce n'est pas une simple augmentation du niveau général des prix, mais une modification profonde de la structure des prix relatifs. Certains prix augmentent beaucoup plus vite que d'autres. Ce qui veut dire que ça crée des gagnants et des perdants, forcément. Précisément. Les gagnants, ce sont ceux qui sont proches de la source de la nouvelle monnaie. Le secteur financier, les entreprises qui ont des contrats avec l'État, ils reçoivent l'argent en premier. Leur pouvoir d'achat augmente. Et les perdants, ce sont ceux qui sont à la fin de la chaîne. Voilà. Les salariés à revenus fixes, les retraités, ils voient les prix de tout ce qu'ils achètent monter bien avant que leurs revenus ne s'ajustent. Leur pouvoir d'achat est érodé. Ce n'est pas un processus neutre, c'est une redistribution massive et silencieuse de la richesse. N'est pas une création de l'État, mais une institution qui émerge du marché pour résoudre le problème du troc. C'est ça. Sa valeur n'est pas arbitraire, elle est ancrée dans l'histoire, elle remonte jusqu'à son utilité comme simple marchandise. C'est une vision qui démystifie la monnaie et la ramène au choix des individus. Et surtout, l'augmentation de sa quantité n'est jamais neutre. Ce n'est pas juste plus d'argent égale plus d'inflation. C'est un processus inégal qui redistribue la richesse des derniers receveurs vers les premiers. Une perspective qui, vous l'imaginez, a des implications politiques et sociales considérables. Absolument.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée. Mises écrit que les crises économiques récurrentes ne sont que la conséquence des tentatives de stimuler l'économie par du crédit additionnel. Si on prend en sérieux cet effet cantillon, cette propagation inégale de la monnaie qui fausse tous les prix, est-ce que ça ne voudrait pas dire que chaque politique de relance sème en réalité les graines de la prochaine crise ?